Bonjour à tous, enchanté d'être avec vous ici aujourd'hui. Donc, je suis cofondateur avec M. Pierre Roberge ici qui est dans la salle du Laboratoire d'identité numérique du Canada. Le but du laboratoire, c'est de renforcer la cybersécurité grâce aux attestations numériques sécuritaires et conviviales. Très facile à faire. Et bonjour, mon nom est Mathieu Desrosiers, donc directeur principal, Solutions Omnicanal pour le Mouvement Desjardins, donc la première coopérative financière en Amérique du Nord, 5e au monde avec 4,5 millions de membres actifs à ce jour. Donc, bien heureux de vous rencontrer ce matin. Qu'est-ce que c'est la confiance sur Internet? Je vous demande de prendre juste un temps d'arrêt et de réfléchir pour chacun de vous, qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, la confiance n'est pas nécessaire. Donc, dans le monde physique, quand vous entrez dans un commerce pour acheter votre repas à McDonald's, le commerçant, il n'a pas besoin de savoir qui vous êtes, votre date de naissance, il n'y a rien, il a juste besoin que vous payiez. Donc, vous payez, il vous donne votre lunch, vous partez. Mais il y a beaucoup de transactions dans notre société qui exigent l'échange d'informations qui est fiable à propos de vous. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes vraiment diplômé? C'est quoi votre numéro d'assurance sociale, etc. Fait que sur Internet, dans les 20 dernières années, il y a eu une explosion de transactions, de choses qu'on peut faire. Pour beaucoup d'entre nous, il y a une partie assez significative de notre vie, de notre transaction, de l'information qu'on veut chercher sur notre dossier médical. Il y a beaucoup de choses qui se font sur Internet. Il y a deux ingrédients, puis on va en parler aujourd'hui par rapport aux attestations numériques. On a besoin de sources fiables. Donc, idéalement, l'entité qui devrait confirmer que vous êtes fondamentalement, dans mon cas, Patrick Cormier, ça va être l'État civil du Québec, à la cible. L'entité qui devrait confirmer que vous avez un diplôme universitaire, c'est l'université elle-même. C'est ce qu'on veut dire par source fiable. Ensuite, on a besoin que les preuves en elles-mêmes soient crédibles. Donc, au Québec, on émet encore des actes de naissance sur du papier sécurisé. C'est ce qui constitue une preuve crédible. Quel est l'équivalent dans un monde numérique? On se doute bien qu'il doit y avoir de la cryptographie impliquée, mais pour le moment, je vais commencer le sujet en vous disant qu'il y a deux ingrédients à la confiance. Premier défi, il faut toujours prouver son identité. J'en ai beaucoup parlé tout au long de notre vie. Il y a toutes sortes de choses qui vont se passer. Il faut prouver qui on est. Il faut prouver des caractéristiques, des prérogatives qu'on a pour obtenir des services, obtenir des biens et mettre l'interlocuteur, qu'il soit une personne ou une organisation, en confiance quand on est en ligne. Les questions typiques auxquelles on fait face, c'est on doit prouver son identité. Puis l'identité, on n'a pas le temps ici ce matin de faire un débat. C'est le genre de truc que j'adore animer en passant. Si vous voulez venir me voir après, vous avez des questions, ça va me faire plaisir. C'est pas un mot simple, hein? C'est quoi l'identité? Mais pour les fins de la présentation aujourd'hui puis du livre blanc, votre identité, c'est votre identité fondamentale. C'est votre nom, c'est le nom que vous utilisez pour établir des rapports en société. Quel titre détenez-vous? Est-ce que vous êtes un membre d'un ordre professionnel? Est-ce que vous êtes un employé? Si oui, quelle position occupez-vous dans la compagnie? Avez-vous un diplôme? Et ainsi de suite. Et donc, le premier défi, c'est celui-ci, comment on est capable de prouver notre identité et différentes caractéristiques, que ce soit d'un point de vue sociodémographique, l'éducation, etc. Le deuxième défi, les mots de passe. Le fameux couple utilisateur et mot de passe qui nous dicte et qui nous ouvre les portes sur les différentes applications sites web aujourd'hui. Donc, pour être capable d'accéder à un site web aujourd'hui, on a besoin de fournir un petit peu, moyennement, beaucoup d'informations à l'entreprise qui, elle, stocke ces informations-là pour ses fins de validation interne et qui, en retour, nous fournissent un code d'utilisateur et un mot de passe. C'est une technique qui date du début des années 90. Ça a fonctionné, mais aujourd'hui, c'est la même technique qui est encore valable 30 ans plus tard à peu près et que ça fonctionne autant pour les institutions financières que pour les sites gouvernementaux, que pour le portail de l'école de vos enfants, etc. C'est toujours la même approche. Il y a effectivement des solutions qui sont venues faciliter la vie des utilisateurs avec le Touch ID, le Face ID, mais néanmoins, le couple code utilisateur et mot de passe, en dessous de ça, demeure fondamentalement la façon de se connecter à ces réseaux-là.
Évidemment, bien, les autres défis qui s'emmènent, c'est qu'aujourd'hui, on est tous rendus à quelques centaines de couples utilisateurs mot de passe, en fait, pour se brancher sur l'ensemble des applications. Les règles pour créer ces mots de passe-là sont souvent différentes d'un site à l'autre. Quand on oublie notre mot de passe, c'est souvent un chemin de croix. Le processus est différent, des fois fastidieux pour y arriver. Les exigences pour créer son mot de passe avec des lettres majuscules, minuscules, des symboles, pas de symboles, quoi que ce soit, c'est aussi extrêmement complexe de ce côté-là. En plus de ça, bien, ça ne garantit pas notre sécurité. Si quelqu'un réussit à mettre la main sur ces deux informations-là, utilisateur mot de passe, bien, il est capable de se brancher sur un et des fois plusieurs sites parce qu'on utilise malheureusement des fois les mêmes mots de passe. Donc, ça ouvre les portes à quelques applications et le malfaiteur peut après ça se faire passer pour vous, se brancher sur ces sites-là et de faire des transactions à votre nom. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place depuis les dernières années aussi pour renforcer le volet sécurité, entre autres avec le deuxième facteur d'authentification. Mais malgré ça, on le voit, des informations encore nouvelles qui démontraient que malgré ces mécanismes-là en place, il y avait encore des cas de fraude. Des fois, c'est avec des multi-devices, en fait. Donc, on essaie de se brancher sur notre téléphone, ça envoie un pop-up sur notre iPad. Bien, faut-il qu'on ait notre iPad sous la main pour être capable que ça fonctionne par rapport à ça. Et comme je le disais tantôt, tout le processus de réactivation de mots de passe et les questions secrètes, etc., est extrêmement fastidieux. Donc, vraiment des brèches de sécurité importantes aujourd'hui pour être capable de naviguer de façon en toute confiance sur l'Internet. Mais de façon concrète, qu'est-ce que serait que l'identité numérique et à quoi ça pourrait servir? Peut-être que Patrick, je t'en laisse en parler. Merci, Mathieu. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Souvent, on a un portefeuille ou une sacoche, dans certains cas. Le portefeuille, quand vous y pensez, il vous suit partout. Il est avec vous, vous en gardez le contrôle. Quelqu'un ne peut pas sortir une pièce de votre portefeuille sans que vous en rendiez compte. C'est vous qui choisissez à qui vous montrez vos pièces d'identité. Si jamais vous perdez votre portefeuille ou une pièce d'identité à l'intérieur, vous pouvez les redemander. En ce moment, ça fonctionne comme ça. J'aimerais commencer la discussion sur les attestations numériques et les portefeuilles numériques en vous disant que c'est possible d'avoir la même chose dans le monde numérique. Donc, les attestations numériques, on peut le voir. Je vais vous dire premièrement deux choses que ce n'est pas. La première chose, ce n'est pas une copie numérisée de votre permis de conduire qui est sur votre téléphone. Quand on parle d'attestation numérique, ce n'est pas ça. En fait, est-ce que je pourrais avoir des gens courageux dans la salle qui me disent c'est quoi qui est dans un portefeuille numérique? Qu'est-ce qu'on retrouve dans un portefeuille numérique? Ça veut dire qu'il n'y a personne de... Alexandre, si tu ne réponds pas, je ne comprends pas. Je ne t'ai pas entendu. OK, c'est bon. Je vous pose la question parce qu'il y a environ un an, j'ai vu une vidéo qui m'a sidéré. Une vidéo de quelqu'un un peu à saveur complotiste qui expliquait que le gouvernement voulait contrôler votre identité puis comment vous allez dépenser votre argent. C'est ça le portefeuille numérique. C'est seulement un mois après que j'ai eu un moment où j'ai compris pourquoi, comment est-ce qu'il pouvait affirmer quelque chose comme ça. C'est parce que ici, dans le monde physique, votre portefeuille, il contient des cartes de crédit, de l'argent physique souvent, puis vos attestations, votre permis de conduire, des choses qui servent à prouver votre identité. Mais dans le monde numérique, ce n'est pas le cas. Il y a deux types de portefeuilles numériques. Il y en a un qui va contenir vos attestations, qui servent à prouver votre identité, puis différentes choses qui ont rapport à vous, à votre rôle, ou même des fois à votre famille. Il y a un portefeuille numérique qui sert à la crypto-monnaie. S'il vous plaît, ce n'est pas la même chose. C'est deux choses complètement différentes. À ma connaissance, il n'existe pas de portefeuille numérique qui font les deux. Ce n'est pas du tout ce sur quoi, premièrement, au laboratoire, on travaille, on est exposé, puis notre connaissance de l'écosystème. Fait que vous pouvez enlever ça de l'esprit. Comment ça fonctionne? Si vous voyagez, votre portefeuille numérique vous permettrait de procéder à l'enregistrement à distance, en ligne, de façon fiable pour la compagnie aérienne. La vérification d'identité aussi, mais hop, déjà là, il y a une différence. En ce moment, dans un monde physique, quand vous montrez votre permis de conduire ou votre passeport, il y a des informations additionnelles, comme souvent votre date de naissance, par exemple, ou votre adresse résidentielle, que dans le contexte de la transaction, la personne en face de vous n'a pas besoin de savoir.
Donc, les attestations numériques permettent la divulgation sélective. En anglais, Selective Disclosure. C'est quelque chose qui n'est pas possible avec ceci. C'est quelque chose qui n'est pas possible quand vous numérisez votre carte d'identité puis vous envoyez un PDF, mais c'est quelque chose qui est possible avec les attestations numériques si c'est mis en œuvre correctement. Ça vous permettrait de procéder à la location de voitures, validation et approbation. En gros, il y a 3 avantages. Le premier, c'est que vous êtes en contrôle de quelle information s'en va à quelle organisation. En fait, le portefeuille numérique est conçu de telle façon que si, par exemple, Desjardins, dans le cadre d'une transaction que je fais avec eux, je vais ouvrir un compte de banque, par exemple, me demande des informations, le portefeuille va me montrer quelles informations sont demandées et moi, je vais devoir approuver avant que l'information aille à Desjardins. C'est comme ça que les portefeuilles sont conçus. Deuxième avantage, je viens d'en parler, c'est vous qui gardez le contrôle. Puis le troisième avantage, c'est la convivialité. Toutes les initiatives de portefeuille numérique que je connais en ce moment investissent beaucoup pour rendre leur portefeuille convivial, simple et facile. Parce on est d'accord ici, les gens dans la salle, on ne représente pas le public moyen. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont très connaissants en cybersécurité, très à l'aise avec l'informatique, mais ce n'est pas le lot de la plupart des gens. Donc, la convivialité va être le vrai test pour l'adoption, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Les gens vont trouver ça trop compliqué, puis ça ne va pas être adopté. Si on y va avec un deuxième exemple, un peu plus ici, donc prenons l'exemple de Dominique. Dominique est une bachelière en marketing qui, un beau dimanche matin, cherche sur Internet et voit une offre d'emploi dans une entreprise marketing québécoise très reconnue. Elle décide d'appliquer, demande quelques informations et demande entre autres la confirmation qu'elle a les études nécessaires, un baccalauréat en marketing. Donc, avec son portefeuille d'identité numérique, Dominique est capable de prendre son attestation émise par l'Université de Montréal qu'elle a son baccalauréat complété avec succès et elle l'envoie à l'entreprise. Quelques jours après, elle reçoit un appel et elle est convoquée à une entrevue pour participer à cette entrevue-là. Elle se déplace en physique parce qu'on est rendu là maintenant. On revient au monde physique. Elle a l'entrevue et elle reçoit un coup de fil quelques jours après pour lui confirmer qu'elle a l'emploi. Elle reçoit par la suite de façon électronique son offre d'emploi avec ses conditions salariales, ses conditions de travail, etc., qu'elle regarde et elle accepte et elle fournit sa signature électronique grâce à son portefeuille à l'entreprise. Mais elle accepte par le fait même aussi de partager certaines informations pour valider, faire les études préalables au niveau du bureau de crédit criminel, donc qui est souvent demandé dans les grandes entreprises. Donc, Dominique, via son portefeuille, accepte de partager certaines informations pour que l'entreprise valide ses antécédents de ce côté-là. Tout étant conforme, Dominique est à l'emploi et se fait demander, une fois de plus, par son employeur, certaines informations. Numéro d'assurance sociale pour les revenus fiscaux, son numéro de compte de banque pour son dépôt direct. Donc, encore une fois, grâce à son portefeuille, Dominique acquiesce de partager certaines informations. Elle sait pour quelles raisons elle les partage et l'information ne sera pas stockée chez son employeur. En fait, elle ne fait que partager l'information pour l'employeur qui va s'en servir pour, après ça, faire ses dépôts et émettre ses relevés fiscaux à la fin de l'année. Dominique travaille. Avec toutes les 2 semaines, son chèque est viré. Et quelques semaines après, elle peut faire sa demande à son employeur d'avoir une attestation qu'elle est bel et bien l'employé de cette firme-là. Elle reçoit l'attestation qui lui dit la date d'embauche, son poste, ça peut être son salaire aussi. Des informations qui, une fois émises dans son portefeuille d'identité numérique, lui permettent de partager ces informations-là en plein contrôle pour différents cas d'usage qui viendront par la suite. C'est un deuxième cas, un peu différent, mais pour montrer un peu la convivialité, mais essentiellement comment ça fonctionne de façon plus générale. Évidemment, Patrick en a parlé tantôt, le portefeuille d'identité numérique est la clé. Donc, comment on télécharge une application, peut-être certaines applications, il y a des portefeuilles et il y en aura d'autres qui vont émerger au courant des prochaines années par rapport à ça. Donc, on doit télécharger l'application de ce côté-là. Une fois qu'on a téléchargé, on doit s'inscrire. Donc, évidemment, des processus sécuritaires initialement, parce qu'après ça, toute notre information l'ensemble des attestations va être dans ce portefeuille-là. Donc, évidemment, la sécurité qui va entourer le portefeuille va être extrêmement serrée. Après ça, en fonction des besoins, on va faire des demandes d'attestation au niveau du gouvernement pour une attestation de citoyenneté, au niveau de la SAQ pour le permis de conduire, au niveau de notre employeur, etc., etc. Donc, on va cumuler
des attestations qui seront toujours valables. Donc, quand l'attestation est émise dans le portefeuille, c'est émise par une organisation de confiance et elle est valide. Si jamais on se fait retirer notre permis de conduire pour délit, peu importe, on a été mauvais conducteur, bien, l'attestation ne sera plus valide dans le portefeuille, elle est suspendue automatiquement. Donc, il y a un dynamisme au niveau de ces attestations-là. Donc, quand on partage l'attestation, on le sait qu'elle est valide, émise par un organisme de confiance et elle est active aujourd'hui. Et après ça, bien, à travers différents cas d'usage, on en a présenté 2, mais il y en a évidemment des centaines. C'est ces différents cas d'usage-là, on pourra s'en servir pour la suite. Pour que ça fonctionne, évidemment, ce qu'on prône avec le livre blanc, c'est la collaboration entre l'ensemble des entreprises privées, le gouvernement aussi, pour être capable d'émettre ces attestations-là et d'en faire un écosystème qui soit riche. Si on a juste 2 cas d'usage par année au niveau des attestations numériques, très peu de valeur pour les citoyens que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est là où la collaboration entre les différents organismes publics et les entreprises privées amène de la grande valeur aussi. Évidemment, l'émission de certains standards, d'une gouvernance aussi autour de ça est fondamentale. Évidemment, le dépanneur du coin qui nous amène notre attestation n'aura pas la même validité que celle d'une institution financière ou notre gouvernement. Mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'elle est moins valide pour autant. Elle peut être émise dans notre portefeuille, servir à certaines fins. Le dépanneur peut-être pas, mais la bibliothèque du coin, oui, mais en même temps pour différents besoins. Donc, cette gouvernance-là, qui encadrera l'ensemble des attestations, va être absolument fondamentale. Évidemment aussi des standards technologiques qui soient communs pour qu'on puisse se servir de nos attestations, oui, au Québec, mais au Canada, à l'international. Aussi interopérables, souhaiterons-nous, que nos cartes de crédit Visa. Quand on voyage à l'étranger aujourd'hui, notre carte de crédit fonctionne toujours parce que les standards sont universels. Dans un monde d'identité numérique, l'objectif, ça serait également d'atteindre ce niveau de standardisation-là aussi pour qu'on soit complètement autonome dans notre partage d'attestation, peu importe où nous soyons dans le monde par rapport à ça. Le temps file, c'était à peu près le temps que nous avons, puis on aura un petit peu de temps pour les questions, mais essentiellement, l'objectif du livre blanc, comme il a été présenté au départ avec les organisations qui ont fait ça de façon bénévole, c'est vraiment le volet d'informer, d'éduquer, d'un point de vue très accessible, le commun des mortels, les citoyens que nous sommes, en fait, par rapport à ce que c'est que l'identité numérique. Il y a beaucoup de dits, de non-dits, de faux-dits autour de ça. C'est ce qu'on a essayé de démystifier dans un document d'une 20aine de pages, très accessible, très convivial, que vous pouvez télécharger sur le site du Laboratoire d'identité numérique du Canada, version française ou anglaise aussi. Et donc, pour publiciser et pour partager à l'intérieur de vos cercles, c'est vraiment l'objectif ultime en arrière de ça. Parce qu'un des objectifs, des défis qu'on a au niveau de l'identité numérique, c'est l'éducation, de faire comprendre en quoi ça correspond exactement pour éviter les éléments, comme Patrick mentionnait tantôt, que le gouvernement veut prendre le contrôle de notre identité. Ce n'est pas du tout ça. Et donc, c'est l'objectif en arrière de ça. J'espère que ça a permis de répondre à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, bien, il y a un micro qui est ici et on est là pour vous entendre. Juste rapidement, il y en a beaucoup dans la salle que je reconnais. Je sais que votre niveau de connaissance, vous n'avez pas appris rien de nouveau aujourd'hui, là, je sais. Par contre, ce livre-là, allez le chercher, envoyez-le à des gens dans votre entourage qui ne s'y connaissent pas, ou même votre famille, ça va vous éviter d'avoir à tout réexpliquer à partir de la base. C'est Noël qui arrive, c'est un cadeau pas cher, puis c'est intéressant. OK, j'arrête. Je pense qu'on a une question. Bonjour. Ça fait déjà quelques temps que le livre blanc est publié. Étant participant justement de l'écosystème, y a-t-il du feedback, y a-t-il des changements, les discussions ont-elles évolué depuis l'apparition du livre blanc, la collaboration avec le gouvernement, la collaboration avec les entités privées? Y a-t-il de l'avancement à ce niveau-là? En fait, honnêtement, pas énormément, soyons francs. Le livre blanc, première publication au mois de mai dernier. Évidemment, il y a eu l'été, un paquet d'éléments qui sont là. Mais les discussions sont toujours là. Mais concrètement, la collaboration ne s'est pas beaucoup renforcée. Par contre, c'est justement des objectifs d'être encore ici aujourd'hui sur la scène, être capable de solliciter. Plus il y aura d'organisations qui vont être partantes pour en discuter. Il y a déjà des écosystèmes, des bases de discussion qui existent. Élargir la population des entreprises privées, le gouvernement, pour y participer à ces discussions-là, pour faire avancer la chose, c'est notre plus grand souhait. Donc, encore du travail à faire de ce côté-là, je te dirais, Alexandre. Moi, je te dirais, Alexandre, depuis que le livre a été publié, c'est bénévole, hein, toutes les organisations, mais il y a comme un effort de socialisation pour voir si d'autres compagnies seraient intéressées à ajouter leur logo dans le secteur privé. Puis ça, c'est utile pour le gouvernement du Québec,
Parce que lorsque vient le moment pour le gouvernement, puis là, je ne veux pas parler au niveau du gouvernement, c'est mon opinion personnelle, mais d'émettre des orientations, c'est comme plus facile de voir où l'industrie privée se positionne. Puis il n'y a rien de controversé là-dedans. Le gouvernement du Québec a été invité comme observateur, est au courant des travaux. Donc, il y a quand même un effort de développer un plus grand consensus sur qu'est-ce que c'est l'identité numérique fondamentalement. Bonjour. Toutes ces données, ce portefeuille numérique va être hébergé par l'État ou par des entreprises privées? Et si dans quel cas c'est des entreprises privées, c'est-à-dire que ces entreprises privées détiennent toute mon identité au sens large, et comment l'État va s'assurer que cette entreprise respecte, et si elle ne respecte pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est une excellente question. En fait, la réponse, c'est l'hébergement de ces données-là vont se faire sur le téléphone, dans le portefeuille qui sera sécurisé. Donc, l'ensemble des informations, des attestations qui nous appartiennent vont être sous notre contrôle dans un téléphone, plutôt qu'être centralisées aujourd'hui. Évidemment, le gouvernement a certaines informations sur nous qui vont être stockées dans ces bases de données qui vont lui permettre d'émettre une attestation. Desjardins aura des informations sur ses membres qui vont lui permettre d'émettre des attestations, mais où ces informations-là seront centralisées, le seul endroit, ça sera sur le portefeuille d'identité numérique. Donc, si on perd notre cellulaire, on perd notre portefeuille, un fraudeur doit être capable de déverrouiller notre téléphone, notre portefeuille pour avoir accès à ces informations-là. Et ça, on s'en rend compte souvent assez rapidement. Je pense que ça prend 10 minutes pour s'en rendre compte qu'on n'a pas notre téléphone sur nous. Donc, on est capable de faire bloquer ces attestations-là. Donc, si jamais un fraudeur le trouve, il faut qu'il soit capable de passer à travers toutes ces étapes-là. Et si on a réussi à bloquer les attestations, il n'y a plus rien de valable. Donc, contrairement à aujourd'hui où les informations sont centralisées et là, les risques de fuite sont importants, avec l'approche du portefeuille d'identité numérique et les attestations, ce risque-là vient de diminuer de façon drastique de ce côté-là. Une dernière question, oui. Merci. Bonjour. Bonjour, merci pour vos travaux. Je fais une perspective avec la loi 25 et notamment avec le jalon de 2024 sur la portabilité des données. Est-ce que le gouvernement est conscient de l'apport en fait de ce type de travail et du portefeuille numérique dans le défi que nous aurons pour la portabilité des données? Je ne peux malheureusement pas parler au nom du gouvernement, mais en fait, définitivement, ils sont conscients. Ils ont écrit la loi eux-mêmes. Donc, définitivement, c'est un élément. Mais vous avez tout à fait raison. C'est un levier pour être capable de répondre à un de ces enjeux-là, la portabilité de la donnée. Donc, d'avoir accès à nos propres informations personnelles, d'aller chercher l'information que les entreprises ont, de l'avoir avec nous, de la partager pour les besoins qu'on a. Donc, c'est clairement une réponse à ça. Mais jusqu'à quel point est-ce que le gouvernement travaille concrètement sur cet élément-là via le portefeuille? Malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre de façon concrète là-dessus. Je sais que le gouvernement est ici, il y a même un stand, puis il y a même un joueur de premier plan en arrière qu'on connaît bien. Mais donc, malheureusement, je ne répondrai pas à sa place. Patrick, je vous laisse le mot de la fin. Je voulais juste ajouter, puis ce n'est pas une information confidentielle, j'étais il n'y a pas très longtemps dans une conversation auquel M. Jonathan Kelly était là. Il est là, sous-ministre adjoint au MCN. Et il y a quelque chose qui m'a frappé lors de la conversation, qui a été dite par le sous-ministre Pierre Rodrigue. Il disait, Patrick, il y a quelque chose de fondamental ici que le gouvernement du Québec veut faire, c'est remettre toutes ces informations-là sous le contrôle de chaque citoyen. Fait que je peux vous dire que cette réalité-là de vouloir donner le contrôle et l'autonomie à chaque citoyen, elle est comprise au plus haut niveau du gouvernement du Québec, puis c'est dans la direction qu'ils ont tracée. Donc, Patrick Cormier, il est président directeur général par intérim Laboratoire d'identité numérique du Canada, et Mathieu Desrosiers, directeur principal Solutions Omnicanal, Lead Open Banking chez Desjardins. On les applaudit. Merci beaucoup pour votre présentation.